Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de Dialogue. Dans cette émission, de toute la série d'émissions, nous essayons de mesurer les enjeux sociaux, les principaux enjeux sociaux, avec l'aide d'experts. Aujourd'hui, la question est que doit-on apprendre à l'école? Tout le monde sait que l'école est la cible de beaucoup de critiques, de réflexions et de changements. Nous avons demandé notamment au professeur Steve Bissonnette de la Téléuniversité, qui est un pédagogue renommé, de venir réfléchir avec nous et d'essayer de répondre à cette question. Mais d'abord, nous avons fait appel à un autre expert dont vous allez entendre la biographie et que j'accueille sur le plateau. Gérald Boutin n'a pas pris sa retraite de l'UQAM, il a pris ses revenus de retraite, ce qui lui permet désormais de passer cette période de sa vie à écrire et à réfléchir aux problèmes de l'éducation qui sont si nombreux et si vigoureux et si difficiles à résoudre pour les papas, les mamans et les enfants d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux de l'accueillir à l'émission Dialogue. Bonjour, Gérald Boutin. Est-ce qu'on dit encore professeur? Non. Ben oui, tout à fait. Bon, très bien. Je suis même professeur associé pour tout dire. Ah oui, c'est vrai, alors, c'est vrai. attention, Bon. Je tiens à mes titres. Oui, alors, vous avez publié récemment beaucoup de choses, on en parlera tout à l'heure, mais notamment La guerre des écoles. Il y aurait, moi j'ai découvert ça, mais je le savais dans d'autres disciplines, comme une guerre d'école, mais on parle d'école comme on parle d'école de théologie, j'allais dire, hein, une guerre de principes, en quelque sorte, sur les orientations de l'éducation. Expliquez-nous ça. Bon, on va résumer les choses, oui, bien sûr. Entier rapidement. C'est qu'effectivement, il y a deux grands courants qui s'affrontent à l'heure qu'il est. On va commencer par aujourd'hui même. Dans les réformes et tout, on voit déjà ces courants qui sont là. Bon, il y a une école qu'on appelait autrefois traditionnelle, mais elle a beaucoup évolué parce qu'elle s'est inspirée de courants nouveaux, etc. Et puis une école dite nouvelle, qui serait pour certains la seule et unique et la bonne. Donc on imagine facilement que ces deux écoles de pensée s'affrontent. Grosso modo, d'un côté, c'est qu'on veut transmettre des connaissances, c'est l'école dite traditionnelle que nous avons tous connue, et l'autre école qui met l'accent sur la construction des connaissances, c'est-à-dire que l'élève accéderait à la connaissance par lui-même et avec ses pairs, ses amis, ses camarades, et le professeur deviendrait seulement un accompagnateur et même un facilitateur. Un animateur. Voilà, un animateur, et il y a plein d'ailleurs d'appellations, comment dirais-je, oui, qui sont utilisées pour désigner son travail. Avant tout, il accompagne, il évite de heurter l'élève, de lui infliger, entre guillemets, l'horreur d'apprendre d'un autre. En revanche, l'élève pouvant tout apprendre par lui-même. Vous voyez un peu. Donc, ce sont deux écoles qui vont très loin, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin auquel vous faites allusion, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une troisième voie qui serait moins radicale, plus porteuse, plus intéressante. Quel est actuellement, j'allais dire, l'état stratégique des lieux? Qui triomphe en ce moment? Au Québec, là, hein? Quelle est l'école de pensée? Je crois comprendre que l'école socio-constructiviste vit ses beaux jours, non? Oui, avec quand même beaucoup de réactions, parce qu'on se rend compte que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Quand on pense qu'il y a de 20 à 30 % de jeunes qui ne terminent pas même leur secondaire, et d'autres qui peinent à raccrocher une fois qu'ils ont abandonné, on ne peut pas se féliciter et dire que c'est une réussite. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, c'est que les recherches qui ont été... Il a fallu attendre, vous savez, pendant qu'on y est, nous sommes entre nous. J'ai écrit avec Louise Julien, en 2000, un livre qui nous a mis à l'index, et je le répète, plusieurs personnes nous entendront en disant ça, qui s'appelle « L'obsession des compétences ». Dans ce petit bouquin, nous dénoncions tout à fait ce que je viens de vous dire, ces extrêmes. Et on terminait le livre en disant, peut-on s'ouvrir à un dialogue? Mais le ministère de l'Éducation ne l'a pas entendu de cette façon-là. On a été, pour ma part, tout à fait radié de la liste. On ne fait plus appel à nos lumières, si on peut dire ceci. D'autres pays le font, par contre. Bon, c'est une petite histoire, je ne vais pas insister trop. Mais enfin, bref, c'est montrer à quel point
ce courant-là, dit l'école nouvelle, a balayé presque tout ce qui pouvait exister au départ. C'était un raz-de-marée, et ceux qui s'en souviendront, il y a 15 ans de ça quand même. Je ne veux pas être passiste, mais enfin, et ça continue toujours à créer des remous, etc. Ce débat-là est loin d'être terminé, croyez-moi. Est-ce que ça veut dire, pour que ceux et celles qui nous écoutent comprennent tout à fait de quoi il s'agit, que l'école traditionnelle que j'ai fréquentée et subie avec succès, je crois, visait surtout à nous faire, comme on disait, faire rentrer dans la tête, par tous les moyens, dans un certain sens, des contenus, savoir écrire, lire, compter, puis ensuite accéder à la culture et à l'intelligence du raisonnement, alors que l'autre école a plus le souci de l'élève et le souci de la pédagogie, de la façon, du contenant, en quelque sorte. Oui, je comprends bien. Mais l'autre école a le souci de centration sur l'élève. L'élève est au cœur de tout. D'ailleurs, Mérieux en parle, et bien d'autres auteurs, et on peut aller très loin. Même certains parlent d'une utopie heureuse que de tout centrer sur l'élève. Alors là-dessus, moi, nous en avons tous une pensée, évidemment, je trouve que c'est tout à fait excessif. Et qu'au centre, ce n'est plus l'élève qui est seul. Il est là avec l'enseignant, le facilitateur, même s'il le faut, et la matière, qu'il faut bien apprendre de façon ou d'une autre. Cette trilogie, cette triade au centre est fondamentale. On a oublié, malheureusement. Aujourd'hui, on est en train d'y revenir. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, je n'ai pas perdu de vue, c'est qu'inévitablement, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il y a des gens qui ont pris la peine de s'armer de patience et d'oser aller à contre-courant et de dire, après tout, il est quand même fondamental de revenir, c'est le cas de le dire, à des fondamentaux. Lire, écrire et compter minimalement. Et ce n'est pas possible non plus quand on pense aux questions d'illettrisme actuel. C'est endémique, c'est affolant. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, où irons-nous? C'est une autre question. Est-ce que ce n'est pas lié en grande partie à l'essor de ce qu'on a appelé la troisième révolution industrielle avec l'informatique? Pourquoi apprendre à compter si j'ai une calculette dans ma poche qui, elle, ne se trompera jamais, sauf si la pile est hors d'usage? Effectivement, il y a un lien à établir, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on est dans... il y a trois caractéristiques de l'école actuellement. Lire, bien sûr, on s'entend, les choses de base. Donc ça veut dire, en définitive, instruire, quelque part. C'est assez curieux. On parle d'instruire alors qu'on a peur de transmettre. Mais enfin, l'autre, c'est socialiser. Tout le monde est d'accord là-dessus, que l'école est un lieu où on apprend à vivre avec les autres, le vivre ensemble dont on parle de temps, et puis bien sûr, qualifier. Alors le qualifier, l'emporter presque radicalement. Et je crois que là, on se trompe carrément. Il faudrait laisser aux enfants le soin d'être enfants un bout de temps et de laisser un peu de côté l'idée de « tu vas être ceci et cela ». Les enfants en ont marre de se faire dire « que feras-tu plus tard ?» Et pourtant, l'école est en train de jouer ce jeu-là. Elle est en train de dire à l'enfant, écoute, si tu veux devenir ceci et cela, tu dois tout de suite vraiment t'accrocher, si tu veux être médecin, avocat, etc. Et on ne leur laisse pas le temps, comment dirais-je, de vivre cette période-là, qui est une période normale. On a tous hésité, qu'allions-nous faire, ceci, cela et tout. C'est une période normale. On ne peut pas infliger à un enfant de voir son avenir se développer devant lui comme ça par miracle. C'est tout à fait aberrant. C'est ça. Comme on disait, je me rappelle très bien qu'on nous disait, je pense que c'est Baden-Powell qui disait ça, imaginez mes sources. Ça remonte loin dans le temps. Oui. On disait, c'est pas un petit homme, c'est un petit dôme. Est-ce que c'est ça, autrement dit? Mais c'est la théorie de Munculus, s'il faut faire attention. C'est ça, autrement dit, centrer sur l'enfant, c'est aussi, je prête des bonnes intentions aux gens du ministère et d'ailleurs, mettre le respect de l'enfant et de sa personnalité en croissance à la première des priorités, non? Petite parenthèse, il faut savoir que cette centration-là vient de loin. J'ai l'air de faire de la pub pour mon bouquin, mais quand on lit attention, l'école nouvelle, elle vient de loin. C'est Jean-Jacques Rousseau, etc. Oui, bon, on s'entend bien. Le bon sauvage. Voilà, le bon sauvage. Donc ça veut dire qu'au fait, il est responsable de tout, et quelque part, pour l'enfant, c'est très douloureux d'être responsable de tout. Il a des responsabilités, on est bien d'accord, mais il doit être accompagné là-dedans. Et je pense que c'est fondamental de se poser la question, vous avez tout à fait raison, de se dire, mais d'où est-ce que ça vient, ce courant-là? En France, les années 85, ici aussi, depuis très longtemps, ça traîne. Et l'idée, c'est que cette centration extrême sur l'enfant, ou sur l'apprenant, comme vous le voyez, déjà les mots sont importants. Apprenant, ce n'est plus élève. Il me semble qu'élève, c'est un joli mot. Hein. Oui, on risque d'être traité de dinosaure. Élève, c'est celui qui s'élève, qu'on aide à s'élever quelque part. Ce n'est pas si mauvais, n'est-ce pas? Et puis, pour aller plus loin encore, c'est que préparer, d'ailleurs, derrière votre question, j'entends autre chose, c'est la mission de l'école.
Pourquoi va-t-on à l'école? Qui apprend-on? D'ailleurs, c'est assez intéressant, en entendant votre question, d'ailleurs, je pensais, que transmet-on à l'école aussi? Que doit-on apprendre? Que doit-on transmettre? Que doit-on enseigner quelque part? Les deux sont imbriqués pour moi. Et je pense que c'est très difficile de dissocier l'un de l'autre. Alors, vous parlez de transmission. Tout à l'heure, on montrera le livre de Debré là-dessus. Il y a eu d'autres livres là-dessus. Je fréquente beaucoup des gens qui se préoccupent de l'héritage, vu leur âge qu'ils vont laisser, pas l'héritage matériel, mais l'héritage de valeurs, l'héritage de principes, l'héritage éducatif, et qui me disent, mais qu'est-ce que j'ai, moi, à transmettre aujourd'hui, puisqu'il va trouver beaucoup mieux que moi dans les dictionnaires, sur Internet, dans la tablette qu'il a dans la poche. Qu'est-ce que nous pouvons transmettre? Vraiment, c'est la question. Avant, c'était naturel. C'était même une question de survie, parce que la vie était trop courte. Il fallait tout de suite passer le relais, mais maintenant... Écoutez, car moi, j'aime bien votre question, parce qu'elle va au cœur du problème. Permettez-moi de vous le dire. C'est que on parle de transmettre, mais c'est pas n'importe quoi. Transmettre, c'est pas coller dans la tête de l'autre, pilonner carrément les choses. C'est de se dire, voilà, nous avons des valeurs qui viennent de très loin à travers les âges. On est quand même dans une civilisation. Il faut que l'enfant, le jeune qui est là, entende que la personne qui est devant lui, c'est un adulte qui a un vécu derrière. Et on ne fera croire à personne, quand on veut faire les genoux à 15 ans, les enfants de 15 ans savent très bien qu'on n'a pas 15 ans, même quand on en a 20. Il ne faut pas qu'à charrier. Donc ça veut dire que je crois qu'il faut analyser, Hannah Arendt le dit bien d'ailleurs, on peut être d'accord ou non avec elle, elle dit bien qu'il faut analyser ce bagage que nous avons à transmettre pour le proposer et le garder aussi dans une situation de débat avec la jeunesse en question. Et ça, c'est loin de l'imposition. C'est d'aller beaucoup plus loin. C'est de dire, par exemple, voilà, nous, on a vécu ce temps-là, nous avons vécu, voici nos valeurs devant nous, alors on va voir avec toi, parce qu'on tutoie l'enfant en général, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ça, c'est très mobilisant pour les jeunes. D'ailleurs, je vous le disais antérieurement, c'est que j'ai mené, il y a à peine 2 ans que c'est arrêté, une recherche auprès des jeunes de 8 à 12 ans et de 13, et des ados également, et concernant l'école. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On aimerait bien que les adultes nous disent ce qu'ils veulent. Une petite gamine de 9 ans qui disait ça, c'est assez savoureux, parce que s'ils nous disaient ce qu'ils veulent, on comprendrait mieux ce qu'ils veulent. C'est assez intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail derrière. Moi, je suis tout à fait contre la dissonance de rupture de génération. Je crois que ça n'a aucun sens. C'est plutôt une collaboration. C'est banal ce que je dis là, mais j'y crois fondamentalement. Et je crois que c'est pour ça que j'écris, que je me bats, et je ne suis pas le seul, heureusement, pour dire revenons peut-être à des valeurs fondamentales et donnons aux enfants, aux élèves, des outils de travail. On ne fera jamais croire qu'on va prendre la grammaire par miracle, qu'on va prendre les mathématiques par une illumination au lever ou au coucher. Non, c'est trop simpliste. Ceci dit, je ne vais pas faire mon savant, mais l'adulte, ça veut dire en latin l'achevé. Hein? C'est celui qui est arrivé à adultima. Il se croit achevé. D'autres philosophes ont pensé, je pense à La Passade en particulier, que l'adolescence, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, ça a une certaine... Bon, l'adolescent d'aujourd'hui est-il celui qui se méfie de l'adulte parce qu'il pense que l'adulte est un peu sclérosé, un peu bloqué, un peu... Et vous parliez tout à l'heure de c'est moi qui ai lâché le mot grossier de socio-constructivisme, mais est-ce que c'est pas à l'adulte de faire cette démarche-là, socio-constructiviste, justement, d'être lui-même en état d'apprentissage qui le rendrait beaucoup plus attractif? Je suis d'accord. Je pense que les adultes ne sont pas là pour imposer un bagage, je le disais tout à l'heure, mais plutôt pour voir qu'est-ce qu'on peut construire aussi. C'est que le mot construire ne fait pas peur, entendu comme ça. Et Piaget, j'ai eu la chance quand même de voir de très près, comme ma formation est suisse largement, et disait ceci, on ne construit jamais à partir de rien. Et il semblerait que dans nos réformes, on a oublié ça. Et pourtant, on se réfère souvent à Piaget. On dit, ah oui, constructiviste, etc., mais on ne sait pas ce qu'on veut dire exactement. Mais j'irai plus loin, si vous me permettez, sur une question qui est passionnante, c'est que le regard que les jeunes portent sur nous, c'est un regard, mais moi je m'en rends compte, parce que je travaille beaucoup avec eux dans mes recherches et tout, et même. Ce que je remarque, c'est qu'ils ont un regard interrogatif, ça nous pousse à aller de l'avant.
Et quand on sait, jusqu'à un certain point, ne pas leur attribuer vraiment une fin de non-recevoir, mais plutôt d'entendre. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, j'insiste là-dessus. On a un chemin à faire, on a un bout de chemin à faire, il faut le faire. Et c'est pour ça que j'ai peur des concepts comme tout simplement accompagner, faciliter et tout. Il y a autre chose, il y a une prise en compte de notre rôle d'adulte face aux jeunes. Ça a l'air un peu prêchant, mais ça me paraît une évidence. Malheureusement, on en est à révéler des évidences, si on peut dire, parce qu'elles sont comme perdues dans la nuit des temps. Vous parliez tout à l'heure du jargon de l'éducation. Des fois, ça me fait rire, à défaut de brailler, bien sûr, l'apprenant. Mais on parle aussi, alors ça m'agace vraiment beaucoup, le parent. Alors, on ne sait pas très bien quel genre il a. On devine que, vu la durée des couples, c'est les femmes qui se retrouvent avec ça sur le dos, mais donc on devrait plutôt dire l'apparente, mais vous voyez le genre de confusion. Vous qui avez également travaillé ces thèmes de la dynamique familiale, c'est les deux problématiques sont en crise, l'une et l'autre, les deux réalités, je veux dire, sont en crise l'une et l'autre. Qu'est-ce qui reviendrait, évidemment, c'est la question à 100 000 $. Qu'est-ce qui reviendrait plus à l'école et qu'est-ce qui reviendrait plus à la famille? Je sais que c'est une double dynamique et qu'il faut que ces deux espaces sociaux dialoguent, bien entendu, mais on a l'impression qu'à chaque fois, on renvoie le problème à la dynamique familiale et puis la dynamique familiale dit « Oh, ils ne savent pas enseigner à nos enfants, on va aller piquer une crise à l'école pour qu'ils fassent leurs devoirs ». Qui doit faire quoi? J'entends votre question dans ce sens-ci, c'est que constamment, l'école et la famille, il y a une espèce de, comment dirais-je, de rupture. Vous avez raison d'insister là-dessus, parfois même d'ailleurs, et à l'heure où nous parlons, il y a toujours ce problème de méfiance entre l'école et la famille. Et l'erreur, me semble-t-il, c'est qu'on ne met pas les parents dans le coup assez tôt. On attend que l'enfant arrive à l'école, etc. Alors qu'au fait, c'est plutôt que ça se passe. Et d'ailleurs, au tout début de ma carrière, on en a parlé tout à l'heure, j'ai travaillé un projet qui s'appelait EPIP, c'était un projet d'intervention précoce. Et on travaillait avec les parents, et j'en dis d'ailleurs, ça m'a eu le coup de poursuivre en thérapie familiale, cette dimension-là. Les parents sont là, ils sont ouverts aux questions que posent les profs, parce que, à moins de cas d'espèce, bien sûr, et c'est faux de croire que les parents sont contre l'école au départ. Ils le deviennent parce que l'école, sans vouloir la critiquer outre mesure, ne sait peut-être pas comment présenter sa mission face à la famille, etc. Non pas de supplier la famille, de la remplacer, etc., mais de travailler en collaboration. Il y a plein de travaux qui sont faits là-dessus, mais le malheur, pendant qu'on y est, c'est qu'on en est encore, on est toujours dans les oppositions. On oublie que, premièrement, la famille, les parents, évidemment, sont derrière et que c'est un travail qui est tissé, serré, si on peut dire, entre ces deux institutions, qui sont comme veuillent non, aussi bien qu'on a annoncé la mort de la famille il y a très longtemps, mais on y revient largement. D'ailleurs, on remarque bien qu'elle est loin d'être morte. Et à M. Cooper. Voilà, exactement. Puis elle renaît sous d'autres formes, mais tant mieux. Au fait, elle est accordée au temps présent, au temps comme il va, on est bien d'accord. Non, je crois que c'est un immense problème. Et l'école doit s'ouvrir aussi à la famille, bien sûr, mais elle n'est pas non plus une passoire. Et les enseignants se disent, si j'ai trop de parents autour de moi, je peux faire mon boulot. C'est comme si on envahissait le cabinet du médecin, c'est un peu embêtant. Hein? Du dentiste, par exemple. C'est encore plus inquiétant, parfois. Oui. Moi, c'est comme ça que je vous réponds abruptement, mais c'est à réfléchir, et je dois vous avouer que j'ai travaillé avec des parents très longtemps, et je continue toujours à m'intéresser à cette question d'éducation. Vous savez, quand j'ai mis en place, puisqu'on a parlé de soi, une association internationale, et d'autres collègues, bien sûr, d'éducation parentale. Et ça fonctionne très bien en Belgique, en France. Et ici, c'est très difficile à faire démarrer parce qu'on n'en est pas encore là. Du côté de la recherche, c'est sûr qu'il y a plein de profs d'université qui font des recherches là-dessus, mais descendre, entre guillemets, ou remonter, ce sera encore plus juste, des recherches vers la pratique, c'est pas si évident. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Alors, autrement dit, j'aime bien, moi, les entrevues qui se terminent par une question. Plutôt que par une réponse, ça prouve que c'est plus dynamique que ça me paraît des fois. Alors, merci beaucoup. C'est plaisir. Je vais vous laisser pour aller au-devant de M. Bissonnette, qui ne va pas vous porter la contradiction, mais qui va compléter. Bonjour, M. Bissonnette. Bonjour. Donc, la partie numéro 2 qu'on va faire ici tantôt. Avant d'atterrir à la Télé-Université du Québec, le professeur Steve Bissonnette était déjà employé à l'Université du Québec en Outaouais, où il brillait par ses talents de chercheur et d'enseignant. Regarde son curriculum vitae, on voit ressortir les mots « efficacité de l'intervention et pédagogie explicite ».
Nous allons partager aujourd'hui le sens qu'il donne à ces mots. Bonjour Steph Bissonnette. Bonjour. Vous avez entendu tout à l'heure Gérald Boutin qui a fait un survol magistral, comme on dit, et costaud. Tout à l'heure, on le retrouvera et il va bien sûr vous écouter pendant cette entrevue. J'ai envie de commencer tout droit par une question un peu brutale, mais vraiment qui intéressera sûrement le grand public. Pourquoi y a-t-il des mauvais élèves? Pourquoi y a-t-il des ânes, comme on dit? Je pense qu'actuellement, nous sommes devant beaucoup d'élèves en difficulté. Le Québec, au cours des 10 dernières années, a connu une croissance du nombre d'élèves en difficulté, qui est difficilement explicable compte tenu que le nombre d'élèves total à l'intérieur de nos écoles est de moins en moins élevé. Donc, c'est un peu paradoxal d'avoir moins d'étudiants sur nos bancs d'école, mais en même temps d'avoir plus d'élèves en difficulté. Bon, certains diront peut-être que c'est parce que le dépistage, parce que l'identification se fait peut-être davantage actuellement qu'auparavant. Je pense que c'est un point qui est très discutable. À mon avis, il y a lieu de se questionner sur les meilleures pratiques à employer avec les jeunes pour les faire apprendre le plus rapidement possible et les faire réussir. Et la prévention n'est malheureusement pas encore, en tout cas à mon goût à moi, suffisamment présente dans les écoles pour tenter, dans la mesure du possible, d'éviter d'avoir des jeunes qui sont en difficulté. Quand on connaît les études longitudinales qui ont été faites là-dessus, ce qui devient important, c'est d'intervenir le plus rapidement possible et de la façon la plus efficace. J'allais dire aussi peut-être, et en particulier quand on regarde la réalité des écoles à Montréal, Oui. C'est des dizaines de cultures, d'histoires, de valeurs, de systèmes de valeurs différents. Et là, on a l'impression que ça s'affronte à quoi? À une tradition de 400 ans d'histoire, avec beaucoup de bons pères savants, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui arrive à la frontière. Exact. Alors, il y a un problème là aussi, non? Oui, oui, tout à fait. Mais à ce genre de problème-là, existent des solutions. C'est-à-dire que ce que l'on vit au Québec n'est pas différent de ce qui peut se vivre à Ottawa ou à d'autres villes canadiennes ou aux États-Unis. Et à partir du moment où, en éducation, nous sommes confrontés à des défis, à des problèmes importants à relever, à mon avis, ce que l'on doit faire, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, qu'est-ce qui a été tenté, quelles sont les expériences qui sont fructueuses, de quoi peut-on s'inspirer. Et j'ai souvent tendance à dire, on devrait être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine. Okay. Et actuellement, à mon humble avis, la recherche, il y a des recherches bien faites, très bien menées actuellement en éducation, mais malheureusement, on ne s'en inspire pas toujours. J'ai souvent l'impression que c'est deux solitudes et que le pont entre la recherche, les chercheurs et les milieux de pratique n'est pas encore fortement établi, bien imbriqué, ce qui fait qu'on assiste parfois à des choix à l'intérieur d'écoles qui sont faits avec plein de bonnes intentions, mais dont les probabilités d'améliorer la réussite des jeunes est fortement discutable. C'est ça. Alors, donnez-nous un exemple précis de cette absence de dialogue entre ceux qui pensent en arrière et puis ceux par qui exemple, sont sur on le sait terrain. actuellement que d'intervenir avec les milieux défavorisés et d'intervenir très tôt en lecture, par exemple, dès le préscolaire et d'installer des programmes pour stimuler la conscience phonologique. On sait que c'est probablement l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à ces enfants-là, parce qu'un enfant qui est bien préparé pour faire sa lecture en première année, écoutez, les études longitudinales sont claires. Un enfant qui sait lire en première année, c'est un facteur de protection pour l'ensemble de sa scolarité. Alors qu'un élève qui ne sait pas lire en première année, écoutez, sans dire qu'il est condamné, mais les probabilités que le tout s'arrange avec le temps sont minces. Donc, à partir du moment où
on a accès à ce genre d'informations-là, ça devient important de déployer les meilleures pratiques pour être capable, d'une part, détecter ceux au préscolaire et idéalement, même avant ça, quels sont les enfants qui sont potentiellement à risque d'avoir des difficultés ou des problèmes potentiels et de mettre auprès de ces jeunes-là les meilleures pratiques fondées sur des données probantes qui vont nous permettre, sans dire de tout corriger, mais d'essayer de faire le maximum pour faire en sorte que la majorité des expériences que les enfants vivent à l'école sont des expériences de succès. Vous insistez beaucoup dans ce que j'ai pu lire de vos travaux, donc sur la pédagogie explicite. Oui. Ce que j'ai compris, c'est que c'était à la fois une pédagogie lucide vis-à-vis d'elle-même, mais transparente et communicable au départ, comme si, en quelque sorte, la réussite dépendait en grande partie, vous parliez de nouvelles pratiques, d'un contrat avec l'élève, mais il faut qu'il sache ce que veut dire ce qu'il va signer. Tout à fait, tout à fait. Okay. C'est-à-dire que cette pédagogie-là a démontré son efficacité depuis plus de 40 ans, particulièrement auprès des jeunes qui ont le plus besoin de nous à l'école, c'est-à-dire les élèves en difficulté. Les élèves qui arrivent en milieu scolaire, qui ont déjà un bon bagage de connaissances, qui possèdent déjà plusieurs stratégies, des pédagogies plus centrées sur l'élève ou des pédagogies où on procède davantage par projet, par découverte. Ce type d'élèves-là possède les acquis qui leur permettent à eux de faire les découvertes. Mais un jeune qui arrive dont les acquis sont, excusez l'expression, troués, qui n'a pas le bagage nécessaire pour être capable de se retrouver dans un environnement où on lui demande beaucoup d'efforts pour sa prise en charge des apprentissages, je pense que ce type d'élève-là, et la recherche nous le confirme aussi, ce type d'élève-là se retrouve pénalisé dans un contexte où l'enseignant ne lui fournit pas les connaissances, les stratégies, en fait les outils pour être capable de faire les apprentissages prévus. Quand je rentre à la maison et que j'ai 12 ans, que je commence à ouvrir la télé un peu partout, sauf si même je ne l'ai pas sur ma tablette, et sans pratiquement aucun filtrage, que mes parents vont entrer ultra pressés, ils vont dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, encore une fois, et puis ça va être le surgelé rapide, ça va être les feuilletons. Excusez-moi, mes 30 vies, ça me dépasse complètement, ça me dégoûte même dans un certain sens. Et puis, vous regardez, il n'y a pas d'étagère avec des livres, et ainsi de suite. L'école devient vraiment une exception dans cet univers, et une exception, j'allais dire, fort désagréable, finalement, pleine de contraintes, il faut performer, il faut, etc. Là, c'est compliqué pour un enfant. Oui, mais si il est possible de leur faire vivre des expériences de succès, à ce moment-là, à mon avis, l'enfant a une vision qui est totalement différente. Le problème actuellement avec le milieu scolaire, c'est que pour beaucoup d'enfants, le passage à l'école est un passage où il y a échec. À partir du moment où la réussite s'installe, comme je l'ai dit souvent, un élève qui réussit à l'école pense beaucoup moins à l'acquiter qu'un élève qui est en situation d'échec. Le facteur le plus prédictif du décrochage en milieu scolaire québécois, c'est les retards scolaires. Un élève qui a connu l'échec, qui anticipe l'échec ou qui pense se retrouver éventuellement en échec, les probabilités qu'il demeure à l'école sont minimes. Donc, une bonne façon de contrer cette problématique-là, c'est de leur faire vivre des succès. Et à partir du moment où le succès est présent, l'élève pense nécessairement moins à y partir et y trouve davantage d'intérêt que lorsque mon parcours m'amène à me retrouver constamment devant des apprentissages que je ne maîtrise pas, devant des connaissances, des contenus, des compétences qu'on me demande de développer, pour lesquelles je n'y arrive pas, là. Donc, je pense que le succès devient un objectif fondamental, compte tenu de ce que vous venez de dire, des différences importantes qu'il peut y avoir entre le milieu scolaire et l'extérieur de l'école. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé donc des contraintes que semblait représenter le milieu scolaire pour l'enfant.
maintenant je vais aller dans un autre sens. Il sort de l'école, et il y a beaucoup d'autres écoles partout. Il y a l'école de la rue, et à Montréal en particulier, hein, bon, il y a l'école de la rue, de la ruelle, et je ne fais pas de pathos là. Il y a l'école de la télé, il y a l'école de la bande dont il fait partie. Il y a des fois l'école contradictoire des parents qui ont un filtre et une conception de l'école qui est héritée de leur passé troublant des fois. Ça fait beaucoup de concurrence. Ce qui fait que... bien sûr, on peut me répondre, il faut qu'on s'harmonise, il faut qu'on fasse de la coopération autour d'une table, d'un projet éducatif, ça je comprends ça, mais dans la vraie vie, là, c'est un peu compliqué, là aussi, pour l'enfant. Oui, tout à fait, mais je pense qu'un enseignant bien intentionné peut faire toute une différence dans la vie d'un élève. On se rappelle tous, nous-mêmes, pour avoir passé à l'école, d'enseignants qui nous ont marqués. Puis quand je dis marqués, c'est marqué dans le bon sens du terme. Donc, il y a certains élèves qui nous arrivent où, si l'école, pour eux, ne fait pas la différence, j'aurais le goût de dire qui va le faire. Parce que souvent, quand on regarde le milieu dans lequel certains enfants se retrouvent, on espère que la famille va collaborer, on espère que les choses vont bien se passer, mais dans certains cas, ce n'est pas ce qui arrive. Donc, si l'enseignant peut, à travers son enseignement, développer une relation de qualité, dans certains cas et dans plusieurs cas, ça peut faire toute la différence dans le cheminement d'un élève. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut toucher à la formation des maîtres? C'est là, tout à fait, tout à fait. Il y a déjà eu un travail de fait quand les programmes ont été changés pour adopter des profils davantage par compétences. Et actuellement, certains requestionnent à nouveau la formation initiale, la formation d'enseignement, que ce soit au niveau des critères d'admission. Certains de mes collègues, Égide Royer et d'autres, questionnent les critères qu'on juge souvent trop bas. Et on questionne aussi la formation comme telle qui est donnée, parce que dans certaines enquêtes qui ont été montrées, beaucoup d'étudiants qui ont fait pourtant un bac de 4 ans nous disent on n'est pas toujours bien préparé à affronter la réalité, et particulièrement au niveau de la gestion des comportements, compte tenu de la diversité dans certains milieux. La gestion d'une classe, c'est le premier motif de l'abandon de la profession enseignante. Hein? Donc, je pense qu'il y a lieu de se questionner pour essayer de voir comment peut-on mieux préparer ces gens-là à faire face aux défis actuellement qui ne vont pas en diminuant. Non. Quand je regarde ma carrière scolaire, ma carrière d'élève, quels sont les gens qui ont compté pour moi et qui donc m'ont pris et puis m'ont fait monter correctement, à mon avis, l'escalier et de la mobilité sociale. C'est des gens qui étaient certainement savants, qui étaient certainement pédagogues, mais qui m'ont surtout donné de la sécurité. J'avais confiance en eux. Ils m'auraient même raconté n'importe quoi, et des fois ça allait jusque-là, hein, les histoires, l'imaginaire, etc. Je leur faisais confiance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Tout à fait. Et c'est bien documenté oui. par certaines recherches, c'est-à-dire qu'une relation de grande qualité entre un élève et un enseignant, écoutez, c'est l'un des facteurs hyper importants pour sa propre réussite. On apprend mieux de quelqu'un qu'on aime bien. On peut apprendre de quelqu'un qu'on aime moins, mais on pourrait dire qu'on apprend mieux de quelqu'un qu'on aime bien. Okay. Donc, le sentiment de sécurité, ça va aussi avec la gestion des comportements, la gestion de la classe, l'établissement d'une bonne relation. C'est indissociable. Okay. Alors, tout à l'heure, avec Gérald Boutin, on parlait du milieu concurrentiel qu'était la famille et l'expression que je n'aime pas, le parent, comme s'il n'y en avait qu'un. Ce qui est souvent le cas, mais bon, c'est pas la peine d'insister dans le langage, je crois. Est-ce que
c'est quoi parce qu'actuellement, là, encore la semaine où nous tournons cette émission, il y a eu des chaînes humaines de nouveau autour de l'école, alors qui étaient très symboliques parce que ça voulait dire « touchez pas à mon école », mais j'avais l'impression des fois que les parents ne savaient même pas ce qu'ils gardaient. Bon, ils préservaient une espèce de sanctuaire dans lequel il n'y a plus d'orthopédagogue, il n'y a plus de moyens, ça ressemble à des prisons ou à des cages. Bon, on connaît ça et même le ministre a été obligé d'en visiter une pour s'en rendre compte. Mais c'est une intuition. Mais est-ce que, autrement dit, je protège le patrimoine parce que je sais qu'il y a une solution là très importante pour le développement de mes enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle complémentaire beaucoup plus fort à organiser, à structurer, à Oui, animer? mais comme le collègue tout à l'heure l'a mentionné, je pense que c'est important que l'école en général puisse essayer de tendre la main vers les parents. Et plus on établit un partenariat rapidement, meilleurs seront les effets auprès des élèves. Mais on doit aussi se poser la question, à partir du moment où cela a été fait et qu'il n'y en a pas pour certains enfants de partenariat, eh bien, je pense que l'école a tout de même un rôle important à faire. J'ai été longtemps dans le milieu de l'éducation et souvent je disais, si j'ai les parents avec moi, j'en suis extrêmement content. Si je ne les ai pas, je vais tout de même agir. Donc, je le vois comme étant un ajout, une dimension hyper importante. Ce qui ne veut pas dire que je ne les sollicite pas et que je n'essaie pas de les avoir avec eux en partenariat, mais je dois aussi avoir dans mon idée que s'ils n'y sont pas, ce n'est pas une excuse pour ne pas agir et ne pas intervenir. OK. Dans le sens du développement, de l'intégration sociale. Tout à fait, tout à fait. Et parfois, certains parents sont là, mais ça ne veut pas dire qu'ils y sont. OK. Donc, un peu comme dans la chaîne humaine de tantôt. Donc, à ce moment-là, je pense que l'école, et c'est l'une de ses missions, c'est la mission socialisée. Donc, c'est d'enseigner aux enfants un savoir-être, un savoir-vivre ensemble, qui va leur permettre non seulement d'acquérir des connaissances, mais qui vont faire d'eux aussi éventuellement de bons citoyens. Autrement dit, quand on parle de l'école de la vie, c'est peut-être un jeu de mots, non? Bien, je pense que l'école peut nous apprendre des choses pour nous équiper pour la vie. Oui. Et parmi ces choses-là, outre les compétences plus de type académique ou scolaire, les savoir-être, le vivre ensemble, actuellement, je pense que c'est capital. Même dans une société où l'être est justement morcelé, où la question identitaire se pose. Pour moi, c'est fondamental. Fondamental parce que ça aide aussi, ce type de compétences-là aide également à maîtriser des contenus scolaires. Un élève qui ne respecte pas ceux qui sont autour de lui, qui est incapable de respecter l'autorité qui est devant lui, qui n'a pas appris à collaborer, à partager, et ainsi de suite, comment peut-on apprendre quoi que ce soit? Alors, merci, M. Bissonnette. On pourrait continuer comme ça longtemps. On va continuer d'ailleurs, on va se diriger tous les deux vers la table pour la synthèse finale avec le professeur Boutin. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Alors, le moment est arrivé de la synthèse finale. Et comme je dis souvent aux étudiants que j'ai encore, ça n'est pas une fermeture, c'est le contraire. On va percer des fenêtres dans les murs pour mettre un peu d'air et puis pour globaliser un peu tout ça. Alors d'abord, peut-être la question, j'allais dire, elle n'est pas chère celle-là, mais il faut vraiment en parler parce qu'elle a une influence très pernicieuse, ce qu'on appelle l'école marchandise, mais pas au sens commercial ou financier du mot, mais simplement
le patronat, les employeurs, les chambres de commerce, les gouvernements malheureusement aussi, ont tendance à dire il nous faut des bons ouvriers bien qualifiés, qui sachent écrire, compter, les nouvelles technologies, la 4e révolution industrielle. Autrement dit, il faut adapter les enfants pour qu'ils puissent s'intégrer, pas dans la société, mais dans le marché des emplois. C'est pour ça l'école. Ça ne devrait pas être ça, l'école, non? C'est un peu, pour moi, limite quelque part. Bien sûr que l'école, ça serait bête de penser autrement, elle prépare l'élève à devenir citoyen, travailleur, enfin on s'entend bien, mais de mettre l'accent trop tôt, ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, je crois que ça bloque le dialogue et ça empêche les jeunes justement de vivre une partie d'apprentissage qui vient avant le travail. Et quand vous parlez d'école marchande, pour moi, je vois aussi tout ce marché du savoir aussi quelque part. Ouais. Et ça, c'est un autre sujet qui est très relié à tout au précédent. Je pense que c'est tellement relié qu'à un moment donné, on le voit d'ailleurs, c'est très amusant, je reviens encore sur la réforme. J'ai entendu un personnage du ministère de l'Éducation dire on veut répondre, en québécois, là, au cas ça donne. C'était pas assez mal, ça, il y a 15 ans. Et ça continue toujours comme ça, le fameux cas ça donne, c'est en bon français ce que ça donne. On a compris, et ça met dans la tête des jeunes que si j'apprends quelque chose qui ne sert pas, je suis perdant. Et je pense qu'on serait d'accord pour dire que le savoir et la culture, c'est imbriqué. Les deux se tiennent. Et on pourrait très bien parler de savoir, très sérieux, très exigeant, le rattachant au contexte dans lequel on vit. C'est ça qui passionne les jeunes. Et vous l'avez bien souligné tout à l'heure, d'ailleurs, M. Bissonnette, c'est qu'au fait, si on décontextualise le savoir, on est perdant, tous. Autant les parents que les enseignants, et les élèves eux-mêmes, bien sûr, puisque nous travaillons pour eux. Un mot là-dessus, M. Bissonnette? Non, je suis tout à fait d'accord avec le collègue. C'est-à-dire que je pense que les jeunes doivent avoir, indépendamment de la société dans laquelle on vit, des connaissances minimales qui leur permettent d'être capables de comprendre ce qui les entoure et aussi une culture générale qui peut aller bien au-delà des besoins du marché. En même temps, je pense que l'école ne doit pas non plus être en vase clos. C'est-à-dire qu'elle doit être consciente de ce qui l'entoure et je pense qu'un de nos boulots, à travers l'école, c'est pas le seul médium, mais l'école doit préparer minimalement à la vie aussi. Et comme je le disais, malheureusement, pour certains enfants, ce n'est pas la famille qui peut le faire et ce n'est pas non plus le milieu nécessairement qui les entoure. Donc, je pense que l'école a une mission qui, pour certains jeunes, va bien au-delà de ce qu'on peut... Permettez, je trouve ça fondamental. Parce qu'on a cru très longtemps que l'école allait remplacer la famille, remplacer la société. C'est une erreur très grave. Et je reviens encore à cette opposition dont on parlait tout à l'heure au début. C'est très sûr qu'à un bout de temps, l'école était privilégiée, était pour plus de gens. Et maintenant, autant qu'il est actuellement, aujourd'hui même, et c'est pour ça que je pense que nous insistons tous les trois là-dessus, je me permets d'insister encore une fois, c'est de se dire, voilà, c'est qu'on prépare l'enfant à devenir un citoyen et tout, mais en même temps, on lui permet de devenir une personne, de devenir quelqu'un d'autonome, capable de se critiquer. Vous parliez tout à l'heure de succès, lui permettre d'accéder au succès, c'est très sûr, mais non, sans nier quand même l'effort. Et c'est peut-être ce qui manque actuellement, de faire croire aux jeunes qu'on peut apprendre sans effort. D'ailleurs, on entend à la télé et tout, apprenez l'espagnol, le français sans effort. C'est un peu gros, hein, quand même. Et on fait le marketing aussi joue de ce côté-là. OK. Alors, c'est ça. C'est la marchandisation du savoir se fait sur le mode du confort, de l'aisance. Bon. Ceci dit, je vais envoyer un petit caillou dans la mare. Allez-y. Est-ce qu'on n'a pas fait fausse route? Je blague toujours dans mes cours et mes étudiants me trouvent très iconoclaste quand je dis les sciences de la gestion. Franchement, les sciences de la gestion. Hein? Bon, on va faire un bon comptable, on va faire un bon administrateur, mais arrêtez de me dire que il y aurait un contenu, un corpus scientifique dans l'administration des affaires. Il ne faut quand même pas exagérer. Bon, la même chose en éducation. Pensez pas. Je vous ai dit que j'allais vous envoyer un gros Moi, caillou. je vous vois venir, là. Si mon collègue répond, je répondrai après. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une approche scientifique quand on réfléchit aux méthodes éducatives. C'est ce que nous faisons de toute manière ensemble ici en ce moment. Mais c'est cette espèce de statut qu'on a donné. Je ne sais pas comment écrire le mot statut. Mais indépendamment de la terminologie qu'on emploie, je suis convaincu
qu'il doit y avoir une utilisation de la recherche en éducation. Actuellement, ce n'est pas le cas. Dans certains contextes, oui. Dans d'autres, non. Moi, je suis de ceux qui militent actuellement pour avoir un Institut national de la recherche qui pourrait, à partir du moment où en éducation, comme en médecine, comme dans d'autres disciplines où on se pose une question, on prend cette question-là, on forme un comité de chercheurs et on essaie d'identifier les meilleures pratiques pour être capable de répondre à cette question-là. Donc, on peut débattre longtemps des statuts quelconques, mais dans les faits, les enfants ont le droit à ce qu'il y a de mieux. Mais comment fait-on pour identifier ce qu'il y a de mieux? On ne peut pas répondre à ces questions-là de n'importe quelle façon. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire une place de plus en plus à la recherche bien menée, bien faite, et s'inspirer. Ce n'est pas la seule source, soyons clairs, mais on ne peut pas mettre de côté 40 ans, 50 ans, 60 années d'études qui vont dans le même sens. Par exemple, en lecture, on sait que les approches santé sur le code écrit sont les meilleures façons d'apprendre aux enfants à lire. On sait ça depuis les années 20. Eh bien, il y a encore parfois des débats sur les méthodes globales et les méthodes syllabiques, alors que ce type de débat-là n'a plus sa place en éducation. Mais pourquoi y fait-on face encore? C'est parce que la recherche n'a pas, on ne donne pas à la recherche la place qui doit lui revenir. Et si on avait ce genre de comportement-là en médecine, plusieurs seraient décédés. C'est ça. Mais on décède moins dans les choses moins visibles, comme ça, sans plus dire. Non, je vais réagir à ce que vous dites. Je crois entendre ceci. C'est que vous attribuez à la recherche une part très importante. On est bien d'accord. Mais aussi, l'éducation, c'est aussi un art. Et je crois que l'expérience du praticien doit être aussi prise en compte. Les deux ne doivent pas s'opposer. Malheureusement, ce qui arrive actuellement dans les universités, on met tellement l'accent sur la recherche, de façon trop globale, on ne sait même pas comment définir le concept parfois, et on oublie qu'il y a toute une autre partie, par exemple, de l'art, de l'essai, d'un vécu vraiment qui n'est pas forcément mis en petite saucissonne, si on veut. Mais j'irai plus loin, si vous permettez, dans notre réflexion. Ce qui me paraît absolument hallucinant, et c'est vrai que dans tous les domaines qui se veulent rigoureux, il y a la recherche et tout, mais vous avez bien souligné là-dessus, c'est pas n'importe quel type de recherche. Il faudrait aussi peut-être là-dedans se demander où en sommes-nous, faire un vrai bilan. Et c'est pas le cas. Et je pense aux subventions qui sont données aussi avec des critères plus ou moins aléatoires. N'insistons pas trop, ce serait une autre rencontre. Mais là-dessus, je pense qu'on est assez au clair. J'insisterai peut-être sur ce point. Qui devient chercheur? Et je crois que là-dessus, si on parle de recherche en éducation, il y a un petit point particulier. C'est que l'enseignant dans la classe, lui, il n'en sait plus que nous, à l'université ou ailleurs. Le praticien, il faudrait pouvoir l'entendre. Et moi, je travaille beaucoup, comme vous le faites d'ailleurs, avec ces gens qui sont à la base, qui sont sur la ligne de feu. Ça serait bon de les entendre, parce que quand la recherche va contre ce qui en est, je parle à l'inclusion totale, par exemple, c'est un sujet qui est très important. Certains chercheurs ont l'impression d'avoir jamais vu une classe, qu'on peut inclure tous les gens dans une classe, sans condition, etc., au détriment de cet élève, etc. Je ne sais pas là-dessus, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, il y a beaucoup à réfléchir. Je suis sincèrement d'accord, mais attention, n'oublions pas, vous parlez de données probantes tout à l'heure. Moi, je veux ironiser un peu. Il y a aussi des données probables. On ne peut pas faire que du probant parce qu'on attendrait très longtemps. On n'en est pas encore à avoir tout validé de façon rigoureuse. Quoi, il faut y tendre, mais il y a quand même l'immédiat. Voilà ce que je pense. En peu de mots. Ce que je me permets d'ajouter, M. Boutin, c'est qu'il y a suffisamment de recherche actuellement bien menée pour être capable de prendre appui là-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on sait tout et qu'il n'y a pas de place aux essais, mais il faut au moins tenir compte de ce que l'on sait pour être capable de mieux avancer. Je suis d'accord avec vous. En revanche, il faut remettre aussi en cause ces résultats-là pour aller... On a cru, basé sur des recherches, parfois des choses qui sont tout à fait fallacieuses, fausses. Alors, toujours avoir un regard critique sur la recherche. Je pense que je serais assez d'accord avec moi là-dessus. On parlait tout à l'heure de formation à la vie. Dans le milieu montréalais, on parlait aussi du milieu polyculturel, je ne sais pas comment on peut dire, multiculturel. Polyculturel, je préfère. Oui, c'est ça. Bon, autrement dit, les systèmes de représentation s'entrechoquent, se multiplient, s'entassent, se concurrencent, et l'élève est un peu broyé là-dedans. Alors, on l'a vu avec des épiphénomènes comme le voile, mais il y a bien d'autres aspects de ça. Comment faire l'école de la vie dans un milieu aussi divers, aussi précaire, aussi puissant en dehors de l'école,
également. Il y a des lobbies là-dedans. C'est un défi vraiment difficile pour l'institution scolaire, non? Tout à fait. Dans ce contexte-là, à mon avis, l'une des façons de faire face à ce type de défi-là, c'est qu'il y ait au sein de l'école, au sein des membres du personnel, une cohésion, des valeurs qui sont prônées par le projet éducatif. Et ces valeurs-là doivent transcender les contextes de classe, les contextes de vie des élèves. C'est l'une des façons de pouvoir avoir un fil conducteur lorsqu'un élève arrive à l'école. Compte tenu de ce que vous venez de décrire, si en plus de ça, il n'y a pas au sein de l'établissement une cohésion, un travail en équipe, où on voit, par exemple, en première année, on insiste sur le respect des autres, mais on insiste encore en deuxième, on insiste encore en troisième, on insiste en français, on insiste en musique, on insiste... Donc, je pense que l'une des, sans dire une solution, mais l'un des aspects importants, compte tenu de la diversité, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence et de cohésion au sein de l'institution. J'aimerais venir un peu là-dessus. C'est que quand on parle de valeurs, c'est quand même une culture, ça, à se transmettre. De pouvoir échanger, pouvoir débattre, comme on le fait actuellement. C'est pas évident. Je n'insisterai pas trop là-dessus. On se croit obligé vraiment de prendre des positions fractales, déterminées, etc., sans entendre l'autre. Je pense qu'en premier lieu, c'est une écoute quelque part. Et moi qui fais le tour des écoles comme vous, je connais depuis tant d'années et tout, on peut quand même échanger là-dessus sur ce point-là. C'est qu'il y a peu d'espace dans les écoles. Les gens sont à la course. Comment peut-on échanger ce que sont des valeurs si on n'a pas de temps de se parler? Se parle de temps. Je ne parlerai pas d'université, c'est un autre chapitre, évidemment, où chacun a son petit domaine. On a même une manie particulière d'avoir un petit lopin à soi tout à fait déterminé, ça s'appelle le syndrome de la moquette. Selon la subvention que vous avez une plus grande moquette, etc. Je n'insiste pas trop. On a beaucoup de travail à faire pour que les valeurs, même paradoxales, puissent être entendues, ne serait-ce que ça. De dire, je ne suis pas d'accord avec vous, on connaît Voltaire, qui le répétait très souvent, mais je veux entendre. Et malheureusement, c'est sans tomber dans un passéisme et une tristesse absolue. Je sais que ça a déjà existé, j'en sais pas trop, j'en sais rien, mais c'est à construire. Et je remarque une chose pendant qu'on y est, puisqu'on est sur l'angle de la confidence. Nous sommes entourés de jeunes, vous comme moi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes-là, ceux qui ont 19, 20 ans, ceux qui sortent de la Réforme? Qui me disent une chose absolument hallucinante, je veux le dire ici. Et c'est un témoignage que j'en chante tous les jours, de dire on nous a bardé de compétences, mais on a oublié de nous parler suffisamment des connaissances et de la culture. Quand on entend ça, c'est un verdict, et les résultats de recherche le prouvent aussi, c'est un échec à entendre et à dire et maintenant, qu'allons-nous faire? Parce qu'on est devant une situation assez dramatique. Encore une fois, moi j'aime bien aussi votre position de se dire y a-t-il encore quelque chose à faire? S'il y a quelque chose à faire, faisons-le, ou tentons de le faire, voilà. C'est un problème très important, la question de pouvoir se parler, enfin. Oui. Puis je voudrais qu'on avance aussi sur la question de l'ouverture. Tout à l'heure, je parlais d'ouvrage, la capacité d'ouvrir et de s'ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que l'école est relativement fermée, ne travaille que très peu en réseau? Je veux blesser personne, je pose une question. Je dis, il y a d'autres outils d'éducation à l'extérieur de l'école. Il y a la bibliothèque de quartier, il y a la maison de la culture, il y a les théâtres pour enfants qui se développent de plus en plus. On a l'impression d'une coexistence pacifique. Je vais vous dire sans malice, j'ai toujours été surpris que l'UQAM ait gardé sa bibliothèque alors qu'elle s'est construite une bibliothèque centrale juste à côté, de l'autre côté de la rue, mais chacun continue à se développer dans son coin. Et puis la bibliothèque patrimoniale qui est sur la rue Saint-Denis, on ne sait pas quoi en faire. Il y a un problème de mise en réseau, de cohésion sociale générale, et pas seulement un problème à l'intérieur de l'école ou avec les parents. Excusez-moi. On arrive au point de se dire quel est vraiment le rôle de l'école. On tournicote autour de ça depuis un bon bout de temps. Mais le rôle de l'école, quand même, c'est de préparer à la vie, d'ouvrir à la vie. D'aider les enfants, les jeunes qui sont là, à regarder autour d'eux et d'entrer en contact avec les sources de connaissances également, ce que vous dites très clairement. En revanche, pendant qu'on y est, la culture est différente. L'école doit toujours se protéger.
Et pour plein de raisons, pour les facteurs qu'on vient d'apporter, elle se protège, mais pas au point de rester fermée sur elle. Et peut-être, je reviens, excusez-moi encore de cette opposition à l'école traditionnelle, l'école moderne, c'est que l'école traditionnelle, les gens se permettaient d'avoir ce petit territoire bien préservé. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Alors, c'est un des points de valeur, de réflexion entre enseignants et tout, de se dire qu'apporte l'école, et puis qu'est-ce que la société, le contexte apporte. Vous savez très bien comme moi qu'on parle maintenant de non-schooling, de plus en plus, et les parents assument cette tâche-là. Mais il y a un point que j'avais souligné tout à l'heure, tous les deux, sur lequel j'insiste, c'est que comment dirais-je, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'enfant des milieux dits défavorisés n'a pas toute la chance non plus d'apprendre. Et c'est une erreur de mettre les choses basiques et d'oublier d'aller au-delà d'eux et d'offrir quelque chose. Et ce qui me frappe encore, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais c'est que si on se met dans la tête un seul instant que l'enfant, il veut apprendre, vous avez bien raison de souligner ça, c'est faux de dire que l'enfant n'est pas intéressé à apprendre. Il perd de l'intérêt parce qu'on ne sait peut-être pas comment l'approcher. Voilà. Un dernier mot. Ou que l'échec est au rendez-vous, C'est ça, malheureusement. trop souvent. Voilà. Il faut le voir. Alors, je vais vous Sans remercier. Ça passe très vite quand on a affaire à des gens intelligents. C'est trop gentil, Non, mais vraiment. c'est vrai, ça passe Ça va trop nous vite. gonfler, ça. À chaque fois, je me dis, il faudrait une deuxième émission après. D'ailleurs, il y a 10 minutes supplémentaires pour ceux qui veulent nous rejoindre aussi sur Internet ou sur le site de TCF. On en reparlera tantôt. Je présente toujours allez-y, une oui. bibliographie à la fin. Peut-être, M. Boutin, effectivement, la guerre des écoles, on en a parlé tout à l'heure. Le père d'aujourd'hui pour une paternité revisitée. C'est le petit j'aime beaucoup dernier, le ça. terme. Le père, pas le parent. Bon. Un homme avec lequel j'ai eu la chance de travailler beaucoup pendant 2 ans, quand il était exilé en Europe, au Conseil œcuménique des Églises, Paolo Freire. L'éducation pratique de la liberté, vraiment, j'en ai mangé. Et pédagogie des opprimés, plus que mangé. Je le relis très régulièrement. Oui, 2 ans que j'ai travaillé avec des gens qui étaient déscolarisés. Régis Debré, transmettre, la crise de la transmission. Ah oui, absolument. Il en Alors, parle en termes très éloquents. C'est ça. Alors, des fois, il dit n'importe quoi, le cher académicien Goncourt, mais parce Il faut en prendre et en laisser, quoi. comme on disait autrefois, il épiscopie. Un monsieur qu'on a toujours intérêt à très cher relire Illich. actuellement, Ivan Illich. On a dit beaucoup de choses contre lui, mais on ne l'a pas lu assez suffisamment. Une société Puis sans aussi, il a dit État. des choses contre les autres. Non, enfin, Oui, oui. Alors, deux bon point. choses aussi au Québec. Jocelyn Berthelot, une école pour le monde, une école pour tout le monde. Alors, je pense que dans le contexte de la mondialisation, c'est un monsieur qui... très beaucoup là-dessus. Hein. un chercheur, Oui, d'ailleurs, oui, oui. qui... Je ne suis pas Ok. contre la recherche. Hein. Non, non, non. Loin de là. Et puis, Sans en ça, faire c'est un monsieur dieu, que on j'aime s'entend. beaucoup, que j'ai fréquenté, que j'ai interviewé plusieurs fois, et il me surprend beaucoup. Yes. Voilà, c'est Pierre Demers, qui était professeur à Sherbrooke. Ah oui, oui, oui. Un philosophe, un humaniste, et qui passe sa retraite à réfléchir sur qu'est-ce que ça, de l'obscurité à la lumière. On parlait des lumières du XVIIIe siècle tout à l'heure. L'éducation pour rendre le pouvoir à l'être humain. Je dirais que le sous-titre en dit plus que le titre. C'est vrai. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, mais entre-temps, je vous rappelle, 10 minutes de supplément pour ceux qui peuvent aller sur le site de l'émission ou sur le site de TCF. C'est un bonus, profitez-en et merci de nous avoir écoutés pendant toute cette heure. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Dialogue.